Nous sommes en 1635. Au cœur des Caraïbes, une île montagneuse remplie de forêts tropicales résiste encore aux ambitions européennes. Les Espagnols l'ont approchée, nommée, mais ils ne s'y sont jamais réellement installés. Depuis plusieurs siècles, les Kalinago y vivent et naviguent entre les îles des Petites Antilles. Et pourtant, cette année-là, tout va basculer. À des milliers de kilomètres de là, des navires quittent les côtes françaises avec une seule ambition: venir s'installer sur cette île et ne plus jamais repartir. Sur le papier, tout semble prévu. Et pourtant, rien ne va se passer comme ils l'avaient imaginé. En Guadeloupe, au moment de l'arrivée de Christophe Colomb, ce sont les Kalinago qui vivent sur l'île. On estime qu'ils se sont installés ici entre le XIe et le XIIIe siècle, succédant à d'autres populations d'autochtones. Ce sont des navigateurs expérimentés qui naviguent entre les différentes îles des Petites Antilles grâce à d'immenses pirogues. Ils ont mis en place un vaste réseau d'échanges grâce auquel ils peuvent survivre. On sait que leur société repose également sur l'agriculture, la pêche, la chasse, la collecte, avec une place centrale pour la culture du manioc. Les Européens vont les désigner du nom de Caraïbes, qui voudrait dire soldats dans leur langue native. Ce nom-là va ensuite s'étendre pour désigner la région tout entière. D'ailleurs, avant l'arrivée des Européens, l'île s'appelait Caruquera, qu'on traduirait aujourd'hui par l'île aux belles eaux. C'est lors du deuxième voyage de Christophe Colomb que tout va basculer. Personne ne croyait en lui lors de son premier voyage en 1492 et pourtant, il revient en Espagne en affirmant avoir trouvé une nouvelle route vers l'Asie. Les rois catholiques vont financer une deuxième expédition, mais cette fois, la flotte passe de 3 à 17 navires. Et c'est plus d'1 millier d'hommes, entre 1200 et 1500, qui vont embarquer sur cette flotte. Cette fois, l'objectif n'est pas l'exploration, mais bel et bien la colonisation. Les navires vont être chargés de semences, de soldats, de religieux, de nourriture, d'animaux, tout ce qu'il faut pour s'installer durablement. L'objectif principal n'est pas la Guadeloupe, mais bien Hispaniola, l'actuelle Haïti et République dominicaine. Lors de son premier voyage, Christophe Colomb y a laissé 39 hommes au fort Navidad. Il part des Canaries et quelques semaines plus tard, le 3 novembre 1493, il va arriver à la Dominique, qu'il nomme comme ça parce qu'il la découvre simplement un dimanche. Le lendemain, il atteint la Guadeloupe qu'il nomme Santa Maria de Guadalupe en hommage au monastère de Guadalupe situé en Estrémadure. Selon ce qu'on sait, Christophe Colomb aurait fait ce choix parce qu'il avait fait un vœu après avoir survécu à une tempête lors de son premier voyage. Christophe Colomb arrive par le sud de la Basse-Terre et selon la légende, il aurait aperçu les chutes du Carbet au loin. Aujourd'hui néanmoins, aucune source nous permet d'affirmer que cela est vrai. Mais ce qui est sûr, c'est que Christophe Colomb et son équipage vont bel et bien poser pied à terre en Guadeloupe. Ils vont se rendre compte que l'île est déjà habitée. Ils vont découvrir des villages Kalinago abandonnés. On pense que les autochtones ont fui en voyant ces étrangers débarquer sur leurs terres. Et contrairement aux croyances, ils vont découvrir des habitations plutôt bien faites avec des jardins entretenus, ce qui va profondément contraster avec l'image du sauvage qu'on pourrait se faire d'eux. Et si on sait ça, c'est notamment grâce aux écrits du médecin de l'expédition, Diego Alvarez Chanca, mais il faut aussi prendre ces récits-là avec prudence parce qu'ils disent avoir découvert des ossements humains dans les habitations des Kalinago et ils vont en déduire que ces derniers sont cannibales. Et il faut savoir que c'est cette information notamment qui va légitimer l'attaque de ces peuples. Et aujourd'hui, aucune donnée scientifique ou archéologique nous permet de confirmer que les Kalinago étaient bien cannibales. Plusieurs hommes de l'expédition vont être envoyés à l'intérieur des terres et ils vont finir par se perdre. Christophe Colomb enverra presque 200 hommes à leur recherche qui finiront par revenir bredouilles. Ce n'est que quelques temps après, lorsque les égarés vont allumer un feu en pleine forêt, qu'on va réussir à les retrouver. La Guadeloupe porte désormais un nom européen sur les cartes et pourtant l'Espagne n'y établit aucune colonie permanente. Et pendant plus d'1 siècle, c'est les Kalinago qui vont s'opposer fermement à l'installation des colons dans les Petites Antilles. Début du XVIIe siècle, les Caraïbes sont devenus un véritable échiquier colonial.
Anglais, Français, Néerlandais et Espagnols se battent pour étendre leur influence. Depuis le XVIe siècle, l'Espagne contrôle une énorme partie de l'Amérique, mais elle est incapable de contrôler tout ce qui se passe dans les petites Antilles. Et c'est comme ça que les Français, les Anglais et les Néerlandais vont s'emparer de plusieurs îles de cette région du monde. Ces îles intéressent les Européens pour leur position sur les routes commerciales, leurs terres cultivables et les profits que peuvent générer des productions tropicales. Dans cette compétition, on peut dire que la France accuse un sacré coup de retard et c'est pour ça qu'elle va chercher à le rattraper. On connaît beaucoup moins cet aspect de l'histoire, mais sous le règne de Louis XIII, Richelieu cherche à faire de la France une puissance maritime capable de rivaliser avec ses voisins. En 1626, Richelieu va même recevoir le titre de grand maître, chef et surintendant général de la navigation et du commerce de France, ce qui va lui donner un rôle central dans la politique maritime française. C'est lui qui va contribuer à créer des compagnies à qui la monarchie va déléguer la responsabilité de l'expansion des outre-mer françaises. Parce qu'à l'époque, la colonisation est aussi économique et politique. Elle permet alors de contrôler des territoires, de développer le commerce, de diffuser le catholicisme et de renforcer la puissance du royaume face à ses rivaux. En parallèle, des Français sont déjà bel et bien présents dans les Caraïbes, à Saint-Christophe qu'on appelle aujourd'hui Saint-Kitts. Pierre Belin d'Esnambuc, un Français, s'y est installé avec quelques hommes dès 1625. Très rapidement, Saint-Christophe va être partagé avec les Anglais et d'Esnambuc va comprendre qu'une seule île ne suffira pas. La population augmente, les terres manquent, il va vite falloir se tourner vers d'autres horizons. Saint-Christophe devient alors une base française, mais aussi un point de départ pour les autres expéditions coloniales. La compagnie de Saint-Christophe connaît rapidement des difficultés financières et peine à atteindre les objectifs qu'on lui avait fixés. En 1635, elle est remplacée par la Compagnie des îles d'Amérique avec des ambitions coloniales beaucoup plus larges. La nouvelle compagnie reçoit également le droit de prendre possession d'îles qui ne sont pas encore colonisées par des puissances chrétiennes européennes. Et pourtant, on l'a vu, ces territoires sont déjà bel et bien occupés par les Kalinago depuis des siècles, mais il semblerait que les Français aient décidé de passer outre. C'est dans ce contexte que vont apparaître deux hommes, Charles Hénard de l'Olive et Jean Duplessis d'Aussonville, qui ont déjà une connaissance des Antilles. Et c'est de cet atout qu'un projet va naître, aller coloniser la Guadeloupe. Ce projet va être soumis à Richelieu, qui va rapidement être séduit par cette idée. Depuis un moment, on l'a vu, Richelieu cherche à étendre le pouvoir colonial de la France. Cette île n'a jamais été colonisée par une puissance européenne, ils y voient donc une occasion en or. La Compagnie des îles d'Amérique va donc financer leur projet et leur accorder le droit de coloniser la Dominique, la Martinique et la Guadeloupe, ce qui va leur laisser un large choix au cas où il y aurait un échec en route. L'Olive et Duplessis vont devenir des associés et vont donc avoir pour mission de gouverner les futures colonies. Le 25 mai 1635, une expédition va quitter Dieppe avec à son bord environ 500 hommes. On parle de colons, mais aussi d'engagés qui ont signé un contrat de quelques années pour aller s'établir dans les nouvelles colonies. 4 missionnaires dominicains font aussi partie du voyage. Ils ont pour mission d'évangéliser les autochtones. Parmi eux se trouve Raymond Breton, dont les travaux nous seront vraiment utiles car il va établir un dictionnaire caraïbe français et va vraiment s'intéresser aux Kalinago. Après un mois de traversée, le 25 juin 1635, l'expédition va faire un premier arrêt en Martinique. Et si vous en souvenez, ils avaient bel et bien l'autorisation de la Compagnie des îles d'Amérique de s'y installer. Et pourtant, rien va ne se passer comme prévu. Dans les chroniques qu'on a pu retrouver, on sait que des religieux ont installé une croix ainsi que les armes du roi de France. Mais les premières reconnaissances vont révéler une île avec des reliefs importants et surtout une forte présence de serpents venimeux. Les colons, assez éprouvés par cette île-là, vont décider qu'elle n'est pas idéale pour s'y installer et vont donc poursuivre leur route vers ce qui était l'objectif principal, c'est-à-dire la Guadeloupe. Et c'est 3 jours plus tard, le 28 juin 1635, qu'ils vont atteindre leur but au nord de la Basse-Terre. Ils vont arriver à la Pointe-Allègre. Près de 142 ans après l'arrivée de Christophe Colomb, des Européens reviennent poser pied-à-terre en Guadeloupe et cette fois, ils ont bel et bien l'intention de rester.
Les premiers jours qui suivent le débarquement vont être consacrés à vider les navires, à s'installer. Ils vont construire une sorte de chapelle, célébrer une messe. Les deux gouverneurs vont installer des fortifications l'une proche de l'autre. Et pour l'instant, on peut dire que tout se déroule comme prévu. Les premiers contacts avec les Kalinago sont encore marqués par les échanges, notamment pour obtenir des vivres et surtout mieux connaître le territoire. Au début, les autochtones ne sont pas forcément hostiles car ils ne pensent pas que les Français sont venus pour rester. Pourtant, pour les colons, la Pointe Allègre va devenir le point de départ d'une colonie capable de produire elle-même ce dont elle a besoin. Mais ça, c'est en théorie. La Compagnie des Indes n'avait pas prévu assez de vivres pour une colonie naissante. Et les cultures qui ont été plantées vont mettre beaucoup de temps à pouvoir fournir de la nourriture. La survie de la colonie va donc rapidement devenir dépendante de ce qu'apportent les Kalinago aux Français. Et vous allez voir que ce qui semblait être une installation organisée va devenir une lutte au quotidien pour survivre. La faim, le climat auquel les Français ne sont pas du tout habitués va finir par affaiblir les troupes. Les maladies vont s'étendre et Jean-Baptiste Dutertre écrit que la famine devient si grave que certains mangent des herbes ainsi que des chiens, des chats et des rats. D'autres récits nous témoignent du désespoir dans lequel se trouvent certains colons qui pensent ne jamais pouvoir quitter cette île qui s'est transformée en un véritable enfer sur terre. Beaucoup de colons vont mourir et les troupes françaises vont finir par fortement diminuer. Alors qu'ils sont venus prendre possession de cette île, les Français vont finalement complètement dépendre des Kalinago. Mais vous allez voir que cette dépendance va rapidement devenir une source de tension entre les deux populations qui ne poursuivent pas le même objectif. Alors que c'est grâce à eux qu'ils survivent, l'Olive va accuser les Kalinago de ne pas leur fournir assez de nourriture. Et c'est là que des tensions vont apparaître entre les deux gouverneurs, puisque si l'Olive est plutôt hostile aux Kalinago, Jean Duplessis, lui, favorise une option diplomatique, appuyée notamment par Raymond Breton, qui a établi de véritables relations avec le peuple natif. L'Olive se montre donc ouvertement plus favorable à l'usage de la force pour s'emparer de vivres et des biens des Kalinago et étendre la présence française sur l'île. Tant que Jean Duplessis est vivant, il constitue un véritable frein au plan de Charles Hénard de l'Olive. Heureusement, le 4 décembre 1635, seulement quelques mois après être arrivé en Guadeloupe, Jean Duplessis va mourir des suites d'une maladie. Et c'est là que la situation bascule, puisque l'Olive va y voir enfin l'opportunité de trouver un prétexte pour s'attaquer au peuple autochtone. Au début de l'année 1636, la Pointe Allègre va devenir beaucoup trop précaire pour ceux qui restent. L'Olive va prendre la décision de déplacer la population vers le sud, vers la future commune de Basse-Terre, où les conditions semblent être plus favorables. Et c'est pas anodin, puisque cette région dispose déjà d'eau et de jardins cultivés par les Kalinago. Mais pour l'instant, la future ville de Basse-Terre n'est pas encore le point principal de la colonie. Ça arrivera un petit peu plus tard. Désormais seul gouverneur, la famine faisant rage et décimant les Français, l'Olive va prendre la décision de durcir sa politique, notamment envers les Kalinago, parce qu'il faut savoir aussi que les Français sont là depuis des mois, les Kalinago commencent à comprendre qu'ils ne semblent pas vouloir repartir. Depuis qu'ils sont arrivés, ils leur apportent des vivres et leur permettent de survivre. Mais justement, cette nourriture va commencer à se faire de plus en plus rare, et c'est pour ça que l'Olive va décider de les attaquer, mais pas seulement, parce qu'il compte bien s'emparer de leurs biens et de leurs terres. Il va même utiliser la mort de Duplessis en disant que la colonie est en danger pour pouvoir justifier sa barbarie. Raymond Breton, qui comme on sait avait établi de bonnes relations avec les Kalinago, va essayer de le dissuader en vain. Cohabitation fragile va se transformer en véritable guerre de conquête. Les Kalinago connaissent parfaitement leur environnement, contrairement aux Français. Ils vont également utiliser leurs pirogues
pour naviguer entre les différentes îles de la Guadeloupe. De leur côté, les Français disposent d'armes à feu et donc le combat peut s'avérer disproportionné. Vous allez voir que ça va durer durant des années. Bien que la colonie se soit déplacée vers le sud de la Basse-Terre, elle reste encore très fragile et ce n'est que grâce à l'arrivée de renforts venus de Saint-Christophe que la situation va basculer. Les Kalinago vont progressivement perdre le contrôle de leur territoire et vont donc devoir fuir vers la Dominique. Mais comme je vous l'ai précisé, ces affrontements vont durer pendant des années. Et il faut savoir qu'en parallèle, dans les îles voisines, les Kalinago qui sont présents vont également lutter contre les puissances européennes qui cherchent à tout prix à s'installer. Ce n'est qu'en 1660 que les Français et les Anglais vont se réunir à Basse-Terre avec une quinzaine de chefs Kalinago pour établir un traité de paix. Les religieux vont jouer les interprètes et finalement, ils vont tous réussir à se mettre d'accord. Les Kalinago ne peuvent plus lutter contre ces Européens et leurs armes à feu. Ils vont finalement se mettre d'accord pour reconnaître les îles déjà colonisées par les colons comme étant officiellement à eux. Et d'un autre côté, les colons vont reconnaître la Dominique et Saint-Vincent comme territoire Kalinago. Même si j'ai dit qu'ils se mettaient d'accord, vous êtes bien conscient que les Kalinago n'ont pas eu le choix. Malheureusement, leur population se voyait décimée et il fallait trouver un terrain d'entente, même si le rapport de force leur était totalement défavorable. Pour la Guadeloupe, le résultat, c'est l'implantation officielle des Français sur l'île. En parallèle, le gouvernement de la Guadeloupe a connu quelques changements puisque Charles Liénard de l'Olive a fini par devenir aveugle. Il y a eu un gouverneur de transition avant que Charles Houel soit désigné. C'est notamment sous son commandement que les plantations de canne à sucre vont s'étendre et que des Africains déportés vont arriver pour travailler. Puisque, comme vous vous en doutez, les travailleurs engagés qui étaient venus en 1635 sont presque tous morts et ceux qui ont suivi n'auraient jamais suffi à s'adapter au climat et au travail dur que demande la culture de la canne à sucre. Voilà comment une entreprise coloniale qui était vouée au succès a failli disparaître à cause de la famine. Voilà comment les Kalinago ont pratiquement été décimés par les colons français et ont dû se résoudre à quitter leur terre. Comme vous avez pu le voir, l'histoire de cette île a commencé bien des siècles avant que Christophe Colomb ne la découvre. Et voilà, on arrive au terme de cette histoire. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne plus en rater aucune. N'hésitez pas à commenter, à liker et nous, on se retrouve bientôt pour d'autres aventures.